Bien, chers amis, chers camarades du Vent se lève et de la Fédération francophone de débat, bienvenue à cette troisième conférence sur 1848 à l'aune de la République démocratique et sociale. Chapeau bas devant l'ouvrier, à genoux devant la casquette. Vous avez peut-être déjà entendu ces expressions qui relèvent du début de la Révolution de 1848. 1848 qui donc, nous l'avons dit déjà ce matin, est une révolution qui a des causes sociales et qui est évidemment une révolution qui revendique le suffrage universel, certes masculin, qui va abolir la peine de mort en matière politique, qui va abolir aussi l'esclavage. Mais l'une des grandes revendications de 1848, c'est évidemment l'organisation du travail et le droit au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le droit au travail? Qu'est-ce que c'est l'organisation du travail? C'est tout l'objet de cette conférence. Donc la Révolution, c'est les journées du 22, 23 et 24 février 1848. Et vous le savez, un gouvernement provisoire va s'installer à l'Hôtel de Ville dans l'objectif d'organiser des élections et de proclamer la République. Mais au départ, les membres de ce gouvernement provisoire, de cette dictature provisoire, en réalité, dit-on à l'époque, eh bien, ne comportaient pas certains représentants de la gauche la plus radicale, la gauche socialiste. Il y avait deux journaux d'opposition, La Réforme et Le National. C'est donc des gens issus de ces deux journaux qui composent au départ le gouvernement provisoire, mais rapidement et sur la pression de la foule, sous la pression des ouvriers parisiens rassemblés devant la place de l'Hôtel de Ville, la place de Grève, eh bien, sont imposées deux personnes. La première, c'est Louis Blanc, qui est un socialiste, dont nous allons parler aujourd'hui, et donc le premier socialiste dans l'histoire de France à avoir été membre d'un gouvernement, et Alexandre Martin, plus connu sous le nom de l'ouvrier Albert, qui est donc le premier ouvrier à être rentré dans un gouvernement. Et rapidement, encore une fois, c'est sous la pression ouvrière, que l'ouvrier marche, entre dans l'Hôtel de Ville et fait retentir la crosse de son fusil sur le parquet de l'Hôtel de Ville et vient demander aux membres du gouvernement provisoire le fameux décret sur le droit au travail et sur l'organisation du travail. Rapidement, Louis Blanc sera ravi de pouvoir le rédiger et revendiquer, nous en parlerons tout à l'heure, un ministère du travail. Ministère du travail qui évidemment fait ouvrir les yeux, écarquiller les yeux de tout le monde à ce moment-là. Un ministère du travail, à quoi ça sert? Il y a un ministère des travaux publics, c'est suffisant. Pourquoi avoir un ministère du travail? Eh bien, tout simplement pour organiser le travail. Bien souvent, quand on a envie d'enterrer un sujet, c'est pas nouveau, on ne crée pas un ministère, mais on crée une commission. Donc, on a créé pour Louis Blanc une commission, la commission des travailleurs, qu'on appellera du coup la commission du Luxembourg. Pourquoi commission du Luxembourg? Eh bien, parce que cette commission va siéger dans le palais du Luxembourg. Donc, les vieux pères d'Ancien Régime cèdent la place à ce moment-là à des ouvriers, à des petits patrons qui vont donc occuper cette assemblée pour mettre en place les états généraux du travail, une sorte de parlement du travail qui va légiférer en matière sociale, notamment sur la limitation du temps de travail, notamment sur les questions de marchandage et sur les questions d'organisation des associations. Le droit au travail, d'où est-ce que ça vient? D'où vient cette idée du droit au travail? La dernière fois, sur la Révolution française, on avait eu l'occasion de traiter de la question du droit à l'existence. Eh bien, cette question du droit à l'existence, évidemment, elle a vu des évolutions. Elle a existé sous la Révolution française notamment. C'est un droit qui est déjà proclamé constitutionnellement. Je vous rappelle que donc, la dernière fois, nous avons parlé de cette idée que toute société a besoin d'organiser le travail, d'organiser l'assistance, d'organiser la santé, d'organiser l'éducation, mais que ensuite, en fonction des sociétés, on avait toujours des façons diverses de le penser. Et que le droit à l'existence, qui procède du droit naturel, considère que
L'homme, parce qu'il est homme, inhérent à sa nature, il doit se voir garantir par la société, par l'État, par la commune, par quelle que soit l'entité en question, le travail, enfin en tout cas l'existence. C'est la Constitution de 1793, dans son article 21, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui le proclame, hein, le droit à l'existence, c'est-à-dire le droit à l'existence soit par le travail, soit, lorsque ce n'est pas possible, par l'assistance. Et cela correspondait à une idée qui était une idée ambiante, puisque avant même la proclamation de la République en 92, il y avait déjà cette idée qui n'était pas seulement issue de la pensée la plus radicale, mais aussi de gens qui adhéraient à une conception assez philanthropique des choses. On la retrouve chez La Rochefoucauld-Liancourt, on la retrouve chez Condorcet, on la retrouve dans le comité de mendicité qui est mis en place dès 1790. Mais avec la radicalisation de la Révolution, Robespierre, les montagnards, ce qu'on appelait les enragés, mais aussi les hébertistes, enfin toute l'extrême gauche révolutionnaire, met en avant cette idée et fait en sorte qu'elle soit constitutionnalisée en 1793. Mais, comme vous le savez, cette constitution n'est jamais appliquée, du moins, j'aurais tendance à dire qu'elle n'est jamais appliquée de jure, je pense qu'elle est de facto appliquée, puisque de nombreuses mesures sont prises, même si elles-mêmes vont tomber dans l'oubli. Le livre de la bienfaisance nationale, mis en place par Barrère, membre du comité de salut public, les fameuses lois de Ventose de Saint-Just, qui redistribuent les biens aux patriotes indigents, les biens des aristocrates immigrés. Et tout un tas de mesures d'assistance. Mais le droit à l'existence se traduit essentiellement par deux aspects. Le premier, c'est le droit essentiellement à l'assistance par la réorganisation du système hospitalier d'une part, et le droit à la subsistance qui, lui, se traduit par des mécanismes plutôt de blocage des prix des biens de première nécessité à travers des lois comme celle du maximum. Cette politique sociale de la terreur dure peu, elle dure jusqu'à la chute de Robespierre au 9 Thermidor. Les 6 mois qui suivent sont les 6 mois de réaction thermidorienne. Une nouvelle constitution est adoptée, celle de l'an 3, qui supprime toute référence au droit naturel. Plus de droit à l'existence, plus de droit non plus à l'insurrection, qui est la conséquence lorsqu'on ne respecte pas, entre autres choses, le droit à l'existence. Je rappelle que la Révolution française ne conçoit pas encore le droit au travail. 1791, qu'est-ce que c'est ? C'est un décret et une loi, le décret d'Allard, qui est toujours le fondement de la liberté du commerce et de l'industrie dans notre République, et la fameuse loi Le Chapelier, qui interdit les coalitions, autrement dit, ce qu'on appellera plus tard les syndicats et la grève, pour la faire courte. Et cela, sur ces questions-là, en réalité, les révolutionnaires de 93 ne reviennent pas particulièrement là-dessus. Donc on a supprimé, en 1789, ce que l'on appellera plus tard les corporations, les métiers organisés. Les métiers organisés, la structure corporative de la société française, qu'il ne faut pas idéaliser, bien sûr, qui était sclérosée, qui ne fonctionnait plus, qui avait une dimension assez sévère aussi, mais qui, par ailleurs, garantissait, en tout cas dans certaines corporations et dans certains métiers, déjà des prémices de secours mutuel, d'associations, et c'est ce qui inspirera, c'est ce qui inspire déjà ce qui existe déjà et qui va reprendre du poil de la bête au XIXe siècle, le compagnonnage dont nous allons aussi parler tout à l'heure. La corporation donc détruite. L'individu et la nation, rien entre les deux. Enfin, pas de corporation, pas d'association organisée, mais bon, on rappellera quand même qu'en 1803, Bonaparte renforce le dispositif, non pas contre les coalitions patronales, mais renforce le dispositif contre les coalitions ouvrières. Et que le XIXe siècle sera un siècle aussi de répression à l'endroit des organisations ouvrières. Mais comme, en fait, on ne peut pas supprimer toute une organisation sociale du jour au lendemain, elles ont aussi continué à exister sous d'autres formes, sous des formes souterraines. Et puis, d'une certaine manière, ceux qui vont assurer sous la Révolution française cette
solidarité du travail, ce sont aussi, à un moment, les organisations des sans-culottes. Mais les sans-culottes sont aussi balayées après la réaction thermidorienne, et il va y avoir un moment, un dernier moment, en tout cas sous cette Révolution française, de tentative de prise de pouvoir, une tentative qui échoue, et qui est celle de la conspiration pour l'égalité, dite de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf qui réussit à rassembler autour de lui des gens qui se détestaient quelques mois plus tôt, des anciens hébertistes, des anciens robespierristes, et tous s'accordent sur un programme qui est une sorte de programme dans lequel on va retrouver évidemment le droit à l'existence et une organisation qu'on pourrait qualifier presque de proto-collectiviste en réalité, et qui s'inspire elle-même de programmes utopiques du 19e siècle, du 18e siècle, pardon, et du XVIIe siècle, et même de l'utopie de Thomas More. On pourrait citer par exemple aussi la Cité du Soleil de Campanella, ou bien les utopies développées par un certain Morelli, qui sont donc des utopies qu'on qualifie a posteriori de communistes. Il y a donc cette tradition communiste, cette tradition babouviste. Si la conjuration échoue, il y a un membre de cette conjuration qui s'appelait Philippe Buonarroti, et Philippe Buonarroti, qui est italien comme son nom l'indique, qui est de la famille, apparemment, ce serait de la famille de Michel-Ange, ce qui ne gâche rien, et cet homme-là continue d'exister, continue de vivre jusque dans les années 1830, et c'est lui qui va entretenir la mémoire de la tradition babouviste, de la tradition donc communiste, commencera-t-on à dire, et il va lui-même former toute une génération de révolutionnaires qui vont participer notamment à la révolution de 1848 et dont vous connaissez les noms, peut-être pas forcément en sachant à quoi ils correspondent, mais ne serait-ce que parce que vous connaissez les noms de Boulevard, Barbès, Raspail, Blanqui. Louis Blanc aussi a d'ailleurs été un peu à l'école de Buonarroti, un peu moins, il a eu quelques vagues échanges, c'est surtout effectivement Barbès, Blanqui, Raspail, ces gens-là vont être formés à l'école de Buonarroti, et on va aussi retrouver d'autres personnes un peu moins connues, comme Théodore Desamis, comme Albert Laponneret, qui aussi seront la deuxième génération de néo-babouvistes, dit-on, qui sont en fait les premiers communistes, et qui sont aussi implantés dans le mouvement ouvrier. Il y a donc une tradition déjà qui est celle d'une première forme de communisme qui existe et qui va défendre cette idée progressivement qui émerge avec la lente industrialisation du droit au travail, et non plus tout simplement de l'assistance par le travail. Parmi les communistes, on pourrait citer un autre nom aussi, et évidemment, j'ai assez peu de temps, je ne ferai que évoquer quelques petites écoles ou grandes écoles socialistes. À vous ensuite d'aller vous renseigner plus en détail sur ces écoles, qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais dans le monde ouvrier, il y a aussi un communiste utopique très connu, ou pas tant que ça finalement, qui est Étienne Cabet. Étienne Cabet qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Le voyage en Icarie ». Et dans Le voyage en Icarie, Étienne Cabet, qui tenait aussi un journal qui s'appelait Le Populaire, développe les thèmes d'une société communiste idéale, utopique, qui garantit à chacun le travail, l'éducation, la propriété, une propriété collective, mais en gros les jouissances communes, puisque l'idée communiste, très ancienne d'une certaine manière, et à la fois très récente, c'est celle qu'il existe au départ une communauté primitive, un grand communal, comme disait Babeuf, une communauté primitive qui existait aussi bien dans la tradition germanique, qui existait aussi bien dans la tradition judéo-chrétienne, qui existait même dans les dispositions du digeste, donc le droit romain. Il y a cette idée qu'au départ, il y avait une communauté primitive, et que cette communauté primitive, on peut y revenir à tout moment, puisque en réalité, elle est la communauté naturelle. Cette idée-là, elle infuse aussi chez d'autres penseurs socialistes qui vont influencer 1848 et dont les idées vont se retrouver dans la fameuse commission du Luxembourg. L'autre tradition, déjà, c'est celle de Saint-Simon. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Saint-Simon. Moi, je n'aimerais simplement que m'attarder sur une idée. L'idée de Saint-Simon, c'est que ceux qui produisent la richesse, par définition, eh bien, ce sont les producteurs, ce sont ceux qui
travail. Alors lui, il voit ça au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, il prend aussi bien en compte le travailleur manuel que l'entrepreneur, que le petit capitaliste, si vous voulez. C'est pour ça que le saint-simonisme a donné aussi bien des ultralibéraux au XIXe siècle qu'il donnera des gens proches du communisme. Mais cette idée fondamentale, c'est celle de dire ce qui compte, ce sont les producteurs, et ce qu'il faut nécessairement, c'est organiser la société, organiser le travail. Que donc, il faut passer du gouvernement des choses, du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Ce qui peut aboutir à une formule qui peut aboutir aussi bien à la technocratie qu'au pouvoir ouvrier organisé. Vous voyez que ça a donné des gens qui, en tout cas, se sont dirigés aussi vers une forme de socialisme. Et parmi ceux-ci, on retrouvera notamment l'un des pères du socialisme français, d'un socialisme républicain, à qui on attribue d'ailleurs la paternité du mot socialisme, ce n'est pas tout à fait exact, c'est Pierre Leroux. Pierre Leroux qui, lui, inspiré des idées de Saint-Simon, mais inspiré aussi des idées robespierristes de la Révolution française, va défendre une conception républicaine du socialisme, d'une république démocratique et sociale. Il le développe notamment dans un ouvrage qui s'appelle « De l'humanité ». Et il va donner le sens actuel, enfin le sens en tout cas moderne, au mot socialisme, qui est beaucoup plus ancien, qui est utilisé au départ d'ailleurs, c'est assez intéressant, dans un livre de Grandjean là-dessus, qui explique qu'au départ, quand on utilise le terme de socialisme, c'est pour parler de ces gens qui défendent le droit naturel, le juste naturalisme. Donc en fait, finalement, bon an, mal an, il y a des liens. Mais lui, d'ailleurs, au départ, l'avait utilisé de manière péjorative. Il dit, finalement, il ne faut ni d'individualisme, ni de socialisme absolu. On ne parle pas de totalitarisme à l'époque, ce serait totalement anachronique, mais si vous voulez, en réalité, et ça ferait un bon parallèle avec Louis Blanc qui considère qu'il y a trois moments dans l'histoire de l'Occident, le moment catholique, qui est un moment holistique, où l'homme est absorbé par la communauté, mais se voit défendu aussi dans cette communauté, mais où l'individu n'existe pas. Le moment protestant, qui lui, au contraire, fait de l'individu un roi absolu, au détriment potentiellement de son frère. Et enfin, un troisième âge qui devrait venir, qui serait celui du socialisme, qui serait en fait le parfait équilibre entre l'individualisme d'une part et le socialisme, la socialisation des moyens de production et de consommation d'autre part. Il y a aussi, dans ces écoles, un certain Charles Fourier. Charles Fourier, qui est donc un socialiste qu'on dit utopique. Vous savez qu'il y a cette catégorie qui a été créée plus tard. Il y a à cette époque-là des écoles de socialisme utopique. Il y a Fourier, il y a Saint-Simon, il y a aussi l'industriel anglais Owen, qui est le créateur des coopératives et qui met en place des cités, une sorte de cité utopique, mais mise en pratique dans son entreprise. Et en France, il y a Fourier. Alors Fourier, lui, ne pourra jamais mettre directement en pratique ses idées, mais il écrit énormément. Il écrit des choses qui sont parfois un peu fantasques, qui ont pu plaire en 1968, en mai 68, puisqu'il a écrit une hiérarchie du cocuage, puisqu'il a aussi inspiré finalement pour partie la pensée libertaire, et qu'il a des idées parfois un peu fantasques, mais c'est lui qui détermine, qui donne le terme précisément de droit au travail. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le droit au travail chez Fourier, mais moi je vous dirais deux choses. La première, c'est celle de l'origine du droit au travail, qu'il fait lui-même reposer aussi sur un droit naturel, les droits naturels au départ, le droit de pêche, le droit de chasse, le droit de cueillette, enfin les droits usuels qu'on retrouvait d'ailleurs dans les traditions paysannes et qui ont longtemps existé dans les traditions paysannes. Mais il est bien évidemment conscient que la société a évolué et que la société dans laquelle se trouve Fourier, c'est celle de l'industrialisme, c'est celle de l'industrialisation, une industrie et un commerce auquel il a déclaré la guerre dans sa plus tendre enfance, paraît-il, puisqu'on l'a forcé à faire du commerce. Et ce qui est connu aussi,
chez Fourier, c'est finalement l'histoire de la pomme de Fourier. Vous savez, Fourier dit qu'il y a 4 pommes dans l'histoire de l'humanité. Il y en a 2 qui sont des pommes de discorde. C'est la pomme, évidemment, de Paris et la pomme de l'Éden, hein, qui a fait sortir Adam et Ève de l'Éden. Et 2 pommes de concorde. La première, c'est celle de Newton, vous savez, Eureka. Et puis la deuxième, c'est celle de Fourier, qui, un jour, étant parti... je crois, me semble-t-il, à Rouen chez son beau-frère. Il achète une pomme, il la paye 1 sou, et plus tard dans la journée, je crois qu'il me semble qu'il retourne à Paris, qu'il achète la même pomme et qu'il la paye 12 sous, et qu'il constate là, ça aurait été une révélation pour lui, que le capitalisme est évidemment une infâme spéculation, et que il est un système inique fondé sur une exploitation et évidemment sur des intermédiaires qui sont des parasites. Deuxième idée chez Fourier, qu'est-ce que le droit au travail chez Fourier? Le droit au travail, c'est évidemment un droit au travail libéré, un droit au travail attrayant, un droit au travail qui repose sur les capacités et sur les idées profondes que l'homme se fait de son propre travail. Ce qui va donc impliquer, pour Fourier, la mise en place d'une société communautaire très organisée. Il appelle ça le phalanstère, et dans le phalanstère, eh bien, la société prévoit évidemment tout. Elle prévoit des crèches, elle prévoit pour les enfants, elle prévoit des écoles, elle prévoit évidemment des temps de repos, elle prévoit une répartition de la production sur la base d'une tripartition entre le capital, le travail et le talent. Mais Fourier, lui, a surtout une postérité à travers les fouriéristes, et le principal fouriériste qui simplifie les idées de Fourier, qui enlève tous les côtés un peu délirants et poétiques pour se concentrer sur le discours social, c'est Victor Considerant. Victor Considerant, ou Considérant, mais comme il n'y a pas d'accent, il faut dire Considerant. Et Victor Considerant, donc, qui sera aussi membre de la Commission du Luxembourg. Autre école, à cette époque, qui foisonne, il y a aussi un certain Proudhon. Proudhon, nous ferons une table exprès spécifiquement sur Proudhon, donc je n'en dirai pas beaucoup plus sur lui. Je rappellerai simplement ce qu'on connaît le plus de lui, son ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?» Et vous connaissez la réponse certainement, la propriété, c'est le vol. L'idée de Proudhon, en analysant tous les régimes de propriété qui ont existé dans l'histoire, les régimes juridiques de propriété, conclut que la propriété en tant que telle n'a pas de fondement, si ce n'est l'usurpation, le vol, et considère en réalité que la société doit être fondée sur la possession. Ça, c'est l'une de ses idées fondamentales. L'autre de ses idées fondamentales, c'est évidemment une hostilité vis-à-vis de l'État. L'idée plutôt qu'il faut organiser la société sur la base d'un fédéralisme fondé lui-même sur la mutualité, sur le mutualisme, et les idées proudhoniennes influenceront ensuite la création des sociétés mutuelles en France. Ça n'est pas le seul, bien sûr, mais il jouera aussi un rôle en 1848 puisqu'il sera élu député et participera aussi au débat de la Constituante sur le droit au travail. Nous sommes donc dans une société où foisonnent les écoles socialistes. Il y en a plein d'autres. Il y en a des mystiques. Il y a même des religions, comme la religion fusionienne. Il y a plein de petits journaux qui voient le jour. Le principal de ces journaux, fondé par un certain Philippe Buchez, qui est plutôt, lui, d'une fibre socialiste chrétienne, c'est l'Atelier. Et l'Atelier défend aussi les idées du droit au travail, même si l'Atelier dit... n'aime pas beaucoup la formule du droit au travail, il la trouve peu précise et il considère qu'il vaut mieux parler des droits du travail ou, diront-ils en 1850, des droits aux produits du travail. Mais eux aussi ont une vision, ont une idée de l'organisation de la société, d'une organisation socialiste de la société. 1848, donc, connaît ce foisonnement d'écoles socialistes, républicaines, qui toutes ont leur formule. Et là, on n'a cité que les principaux, mais ils sont pléthores, ils sont très nombreux, et on pourrait en citer plein d'autres. Toujours est-il qu'il y a plusieurs termes sur lesquels ils s'accordent. L'organisation du travail, le droit au travail. Certains vont même l'appliquer concrètement. On le dira et on en parlera lorsqu'il sera question du compagnonnage.
avec Agricole Perdiguier, ou avec une figure totalement oubliée aujourd'hui, une figure féminine, pour une fois, qu'on ne parle que d'hommes jusqu'à présent. Il s'agit d'une figure qui mérite qu'on s'intéresse sur ses travaux, qui est Flora Tristan, qui va faire le tour de France, réclamer l'organisation du travail, le droit au travail, et qui mourra même d'épuisement tellement son militantisme l'aura poussé jusqu'aux plus grandes extrémités, et qui elle-même s'inspire de choses qui se passent ailleurs, parce que ce n'est pas qu'en France. Il y a en Angleterre le mouvement chartiste, il y a en Allemagne des organisations corporatives, socialistes, qui commencent à émerger, qui participeront aussi de la révolution de 1848 en Allemagne et qui revendiqueront le droit au travail en Allemagne. Et dans ce contexte-là, c'est ce qu'il faut bien retenir, un contexte qui est celui de la monarchie de Juillet, qui est une monarchie libérale, qui est une monarchie bourgeoise, qui est une monarchie dont la seule loi sociale, c'est la loi de 1841 sur le travail des enfants, qui interdit le travail des enfants pour moins de 8 ans, et encore, j'en vois qui dodelinent de la tête, car ils savent qu'il n'y avait pas forcément d'inspecteur pour vérifier si la loi était appliquée. C'est dire. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte qui est, on l'a dit ce matin aussi, un contexte de contestation permanente, un contexte de contestation politique. Nous n'y reviendrons pas nécessairement, même si en fait le social et le politique sont liés. Les républicains sont contre la monarchie de Juillet, les légitimistes sont contre la monarchie de Juillet, les royalistes sont contre la monarchie de Juillet, enfin les royalistes légitimistes, les bonapartistes sont contre. Mais il y a aussi des grèves qui s'organisent et une révolution dans le travail qui s'organise. Vous avez probablement déjà entendu parler d'un mouvement qui existait principalement en Angleterre, mais qui existe aussi en France, qu'on appelle les Luddites. Les Luddites qui voient apparaître des machines tueuses de bras, comme on dira à l'époque, parce qu'elles prennent le travail, elles prennent le pain aux ouvriers. Et dans un premier temps, la réaction, qui n'est pas une réaction réactionnaire, comme on pourrait le penser, mais qui est une réaction sociale, qui est le cri de cœur du droit à l'existence, si vous voulez, c'est qu'ils vont briser les machines, qu'ils vont aller casser les machines. Et même sous la Révolution de 1830, il y a des scènes où des ouvriers vont briser, des typographes vont briser des machines, ou bien même des cochers vont aller briser des omnibus, parce que ce sont des machines qui viennent concurrencer leur travail. Mais progressivement, dans les années 1830, sous l'impulsion de penseurs socialistes, mais qui sont aussi en fait issus de la classe ouvrière, et il ne faut pas distinguer les deux, notamment Jules Leroux, qui est le frère de Pierre Leroux, qui commence à considérer que l'idée, en fait, il ne faut pas casser les machines, il ne faut pas être contre le progrès technique. Ce qu'il faut, en revanche, c'est que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui possèdent l'outil de production et donc qui possèdent les machines. Et donc on utilise les machines, cette fois-ci, pour libérer du temps, pour que le droit au travail soit aussi le droit à l'assistance en cas de pépin, que ce soit le droit au secours mutuel, que ce soit le droit au repos, que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit à une vie familiale. Toutes ces idées-là sont liées les unes aux autres. Le droit au temps aussi pour la formation professionnelle, le droit au temps pour l'éducation, pour l'instruction. Toutes ces idées-là s'articulent. Et elles s'articulent et elles se traduisent à travers des grandes grèves. Il y en a une en 1833, il y a la fameuse grève des charpentiers de 1845. Il y en a de nombreuses. Nous n'avons pas le temps de toutes les citer maintenant, mais il faut bien comprendre qu'il y a un climat social. Et que c'est une crise sociale, que c'est une crise frumentaire, que c'est une crise agricole qui amène, celle de 46-47, qui amène la révolution de 1848, qui est donc une révolution sociale. Et donc lorsque les ouvriers arrivent sur la place de grève avec leur drapeau rouge, avec marqué organisation du travail, droit au travail, ils ne suivent pas un chef, ils suivent des idées, ils suivent des pratiques qu'ils vont mettre en pratique aussi avec la commission du Luxembourg, qu'ils vont débattre, qui vont exister même après la commission du Luxembourg et qui dépasseront simplement les théories, si vous voulez, en chambre, où on s'imagine que le socialisme dit utopique n'est en fait qu'une simple idée de théoricien à la Fourier, qui certes était un vieux monsieur qui vivait tout seul avec ses chats, mais ça ne se limite pas à cela, évidemment. Pour parler donc, et pour poursuivre
sur ce moment de 1848 comme révolution socialiste, socialiste même au pluriel. Nous allons donc, dans un premier temps, je pense, parler des compagnons du devoir, du compagnonnage, avec un compagnon tailleur de pierre, ici présent, Frédéric Thibault, qui peut-être va nous parler, enfin il le dira mieux que moi, mais de cette tradition-là. Et nous parlerons ensuite avec Christos Andrianopoulos, qui est donc, dont nous avons parlé ce matin, sans qu'il le sache et sans qu'il soit là, qui est donc un historien qui fait sa thèse sur Louis Blanc, que j'évoquais tout à l'heure, cet homme qui a donc synthétisé en fait les idées ambiantes dans ce petit ouvrage qui s'appelait L'organisation du travail. Je passe donc la parole à Frédéric Thibault. Merci citoyen. Donc, je suis Frédéric Thibault, je suis compagnon tailleur de pierre à l'Union compagnonique, l'un des 3 mouvements compagnoniques contemporains aujourd'hui en France et qui sont tous issus des sociétés anciennes de l'Ancien Régime qu'on connaît plus ou moins bien. Donc là, on va se détacher un petit peu des clichés ou du folklore tel que le compagnonnage est véhiculé au travers des médias aujourd'hui, pour bien souvent autour de la formation professionnelle, souvent parce que c'est souvent ça qu'on retient. Mais le compagnonnage, c'est d'abord une émanation du mouvement ouvrier depuis les premières traces à partir du 15e, 16e siècle, où on voit des ouvriers qui voyagent de ville en ville et qui se rendent chez des mères. Les mères, c'est les tenancières des auberges, des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui voyagent. Le compagnonnage se crée essentiellement face au monopole des maîtres, sous l'Ancien Régime, pour structurer une forme d'organisation ouvrière autonome, structurée au sein de différents rites, différentes légendes, qui tournent autour de la construction du temple de Salomon, de Maître Jacques, du père Soubise et du roi Salomon. Donc ça, c'est tout le folklore, les légendes qui se sont construites et qui ont été surtout structurées à partir du 19e siècle, avec un personnage dont on va parler aussi, Agricole Perdiguet, que Hugo aussi a également évoqué. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas j'ai pas le temps de traiter de toute l'histoire du compagnonnage, ça prendra un peu plus de temps, mais de voir quel rôle ont pu avoir les compagnons en tant que corps constitué au XIXe siècle pendant cette révolution des 1848. Donc le 22 février 1848, la France, sous l'impulsion une fois encore du peuple de Paris, se lance dans l'aventure révolutionnaire. L'objectif de la communication, comme j'ai dit, n'est pas de parler de toute l'histoire et du légendaire compagnonique, mais de voir en quoi le compagnonnage, ou les compagnonnages, selon les analyses, ont une implication au sein de la Révolution de 1848, contrairement à 1789, la Grande Révolution, où on a quelques prémices, on a quelques éléments qui laissent à penser que les compagnons, en tant qu'aussi organisation structurée, ont pu avoir certaines interventions. Notamment, il y a une légende qui dit que les compagnons tailleurs de pierre auraient démoli la Bastille. C'est les premiers à démolir les pierres de la prison de la Bastille. Et au cours des journées de juillet aussi 1830. On sait que Perdiguet a fait le coup de feu au faubourg Saint-Antoine. Il est tout jeune alors, hein, il habite dans le faubourg. Et en bas de chez lui, il y a une barricade, il prend un fusil, il fait un coup de fusil, puis après il retourne chez lui, parce qu'il a toujours une santé très fragile, hein, Perdiguet. Perdiguet, c'est l'un des personnages clés aussi de cette période, puisqu'à partir de 1838, il va publier un premier ouvrage qui s'appelle La rencontre des deux frères, scène récente adressée aux compagnons de la France, et un autre ouvrage beaucoup plus connu, en 1839, son livre qu'on intitule le livre du compagnonnage. À cette période, les rivalités entre les différentes sociétés de compagnons, dites du devoir ou de liberté, il y a plein de noms différents aussi, les uns se réclamant de Maître Jacques, les autres du père Soubise ou encore du roi Salomon, sont quotidiennement relayés dans la presse depuis le début du XIXe siècle, bien souvent dans les rubriques des faits divers ou les chroniques judiciaires. Assassinats, batailles rangées, rassemblant plusieurs centaines d'ouvriers parfois, embuscades dans les rues sombres des grandes villes ou à travers champs, cette violence s'exprime pour diverses raisons, liées au refus de reconnaître de nouveaux corps compagnoniques, comme les boulangers ou les cordonniers, ou dans des conflits entre compagnons du même métier, mais de sociétés, ce qu'on appelle le devoir, les sociétés de devoir, différentes, pour le monopole d'embauche notamment, sur un chantier ou sur une ville. Dans les années 1840,
l'appel à l'union de la classe ouvrière est lancé en dehors du compagnonnage par Pierre Moreau, qui était ouvrier serrurier à Auxerre, ayant fréquenté le compagnonnage, mais très critique à son égard et qui croit qu'elle doit passer par la disparition de ces vieilles structures, de ces vieilles associations, ou encore par Flora Tristan, qui sera très proche aussi de Pierre Moreau, qui lui donne une dimension quasi mystique. À la même période, la cause du compagnonnage semble recevoir un écho favorable auprès du grand public et des intellectuels. George Sand fut ainsi celle qui permit à Perdiguier de se faire le nouvel apôtre du compagnonnage auprès de l'aristocratie éclairée parisienne. Flora Tristan jouera également un rôle important dans la diffusion des nobles idéaux de fraternité de Perdiguier auprès de beaucoup de compagnons, notamment auprès de une organisation qui mériterait qu'on s'attarde beaucoup plus aussi, sur l'Union des travailleurs du Tour de France, qui se crée à Toulon vers les années 1830, et qui est un peu un point de rupture entre les vieilles sociétés compagnonniques et le mouvement syndicaliste révolutionnaire qui se mettra en place à la fin du XIXe siècle. Les années qui précèdent la Révolution de 1848 avaient sorti les compagnons de leurs réserves et la diffusion des idées de réforme et d'union était déjà en effervescence. Le grand rêve de fraternité des mois de février et mars 1848 allait donc tenter de voir enfin le jour. Pendant les années de la Restauration, toute réunion politique étant interdite, les clubs se développent. On compte alors dans toute la France plusieurs centaines de clubs. Dans ces clubs, les idées républicaines se diffusent. C'est là que se forme une génération politique prête à en découdre avec la monarchie. Les banquets en sont leur expression publique. Partout, de grands banquets sont organisés et servent là encore de tribune aux idées progressistes et anti-monarchistes. Les partisans de la réforme électorale organisent de juillet à décembre 1847 des banquets où les toasts tiennent de lieux de discours. Perdiguier, Pierre Moreau ou encore Guillaume, dont on parlera, compagnon cordonnier, faisaient partie de ces clubs, mais aussi de sociétés secrètes républicaines. Et c'est l'interdiction du banquet prévu le 22 février 1848 à Paris qui provoque l'insurrection. Où sont les compagnons ? Peu d'éléments factuels, mais l'on peut considérer raisonnablement qu'à l'image du compagnon Guillaume, dit Carcassonne, le bien-aimé du Tour de France, qui fut blessé sur les barricades du Palais Royal dès la première soirée, dès le début de l'insurrection, nombre de compagnons prirent part à ces événements, et comme toute la classe ouvrière, le compagnonnage salua avec enthousiasme la nouvelle République, comme nous le verrons. Durant ces premiers jours de révolution, on cherche Agricole Perdiguier, compagnon menuisier du devoir de liberté. On ne le trouve pas, il n'est pas présent à l'hôtel de ville, à côté de Louis Blanc, représentant l'aile gauche du nouveau gouvernement provisoire, qui vient de former la commission de gouvernement pour les travailleurs, dite commission du Luxembourg. Perdiguier, qui avait publié un plan d'association dans l'ouvrage de Louis Blanc, l'Organisation des travailleurs. La Révolution de 1848, par décret du 5 mars, rétablit le suffrage universel et direct. Agricole Perdiguier, dont la notoriété est de plus en plus grandissante, sera candidat dans 2 départements à la fois, à Paris et dans le Vaucluse. À la faveur de la liberté de réunion, des clubs électoraux se créent afin de présenter des candidats. Perdiguier présente donc un programme succinct et rappelle son acte de foi dans le progrès universel. À Avignon, au club de l'Orangerie, le 4 avril, on lit avec ferveur un courrier de Perdiguier, en date du 30 mars. Les acclamations valident sa candidature, qui sera ainsi confirmée le 6 avril, en donnant la première place au rang des candidatures à celui qui, je cite, se présente l'évangile à la main avec l'auréole de l'apôtre, martyr de la fraternité. Mais c'est à Paris que le journal L'Atelier aussi, c'est un journal qui est vachement intéressant parce que c'est un journal autogéré qui est rédigé que par des ouvriers. Et pour rédiger un article, il faut qu'ils se mettent tous d'accord. Donc, vous imaginez aussi les grands débats. Alors imaginez ces ouvriers qui bossent 12-14 heures par jour et qui le soir sont derrière, autour d'une table, à essayer de se mettre d'accord pour que tous les textes soient signés de manière collective. Tous les textes sont signés collectivement, très rarement à titre individuel, de travail et de titan, encore une fois. Donc la profession de foi de Perdiguier est soutenue par Lamartine, chef du gouvernement provisoire, par Béranger ou encore George Sand. Cependant, la candidature d'Agricole perdra peu à peu de sa véracité, notamment à cause de certaines répugnances à l'encontre du compagnonnage jugé encore un peu conservateur et proche de l'Église par les plus fervents des socialistes. Dans l'histoire de la Révolution de 1848 de Daniel Stern, on peut lire
On rejeta tout d'abord les candidats proposés par le compagnonnage, dont les vieilles prétentions à la suprématie n'étaient pas oubliées et que l'on croyait influencés par le parti clérical. On fit exception, par les considérations personnelles, pour 3 d'entre eux, dont était M. Agricole Perdiguier, maître menuisier, homme de mœurs pures et d'un caractère droit, auteur de plusieurs ouvrages populaires écrits dans un excellent esprit de conciliation. Malgré tout, le prestige de Perdiguier reste grand auprès des ouvriers et des compagnons qui se rendent chez lui pour le féliciter ou lui demander conseil. La ferveur populaire pénètre tous les corps de la société laborieuse. Le gouvernement provisoire et la Commission du Luxembourg reçoivent matin, midi et soir des délégations ouvrières qui viennent féliciter la Nouvelle République et réclamer parfois des arbitrages ou émettre des vœux. Le compagnonnage prit sa part, car si les ouvriers dans leur ensemble se réunissaient dans un grand élan fraternel, les compagnons travaillèrent également avec ardeur à l'unité et à la fusion de leur société, pensant enfin que le moment était venu. C'est au 27 de la rue Saint-Germain-l'Auxerrois que se réunit un comité sous la présidence de Dénat, compagnon tailleur de pierre, dit la franchise de Castelnaudary, qui aura pour projet d'élaborer une constitution fédérale et de convoquer les compagnons de tous les devoirs et de tous les corps d'État à une grande manifestation de fraternité. Je lis cet appel. Aux compagnons de tous les devoirs et de tous les corps d'État, citoyens, nos chers frères, une ère nouvelle vient de s'ouvrir. Le flambeau qui éclaire aujourd'hui notre patrie et doit un jour éclairer le monde est le flambeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces 3 mots renferment tout un avenir de paix, d'amour et de bonheur. Sachons nous rallier et marcher éclairés par sa vivifiante lumière. Que le voile impénétrable de l'oubli nous sépare d'un passé triste et sanglant, et que la main de la fraternité nous guide désormais vers un riant avenir. Le gouvernement provisoire de notre jeune et belle République vient de donner une marque de sa bienveillante sollicitude pour le peuple travailleur, en s'occupant sans retard de l'organisation de notre bien-être à tous. Sachons lui prouver que nous en sommes réellement dignes. Montrons à la France et à l'Europe entière que les associations compagnoniques n'ont pas toujours été justement appréciées et qu'elles savent aussi comprendre le progrès. Signé par des compagnons charpentiers, compagnons tondeurs de draps, compagnons menuisiers également. Au matin du 20 mars, les compagnons sont donc nombreux à répondre à l'appel d'union. La Gazette des tribunaux du 22 mars relate en ces termes cet événement. Une réconciliation solennelle s'est opérée sous l'empire de la devise inscrite sur nos temples et monuments « Liberté, égalité, fraternité ». Ce sont 8 à 10 000 frères, réconciliés par un saint et solennel serment, qui ont voulu rendre tout Paris à témoin de ce grand acte. Ils se sont organisés en colonnes et ont passé par les quais, la rue Montmartre, la place de la Bourse et les boulevards pour se rendre à l'hôtel de ville, faire hommage de leur respectueux et cordial dévouement à la République. Là, devant les membres du gouvernement provisoire, la sainte et solennelle réconciliation a été scellée. Donc on est place des Vosges. Alors 8 à 10 000 ouvriers, compagnons, avec leurs cannes, avec leurs couleurs, avec leurs chapeaux, selon les organisateurs, peut-être 2 fois moins selon la police. Mais on peut juger entre 5 et 10 000 compagnons qui se réunissent tous, alors qu'avant, quelques mois avant, ils se mettaient sur la figure sur le Tour de France, à coups de canne, à coups de couteau, etc., qui se réunissent tous, place des Vosges, et se rendent en délégation, en cortège, jusqu'à l'hôtel de ville. Là, ils sont accueillis par un personnage que tu as nommé tout à l'heure, le maire Buchez, une déclaration élue aux citoyens membres du gouvernement provisoire de la République française. Citoyens, les sociétés de travailleurs constituées en associations compagnoniques ont cru de leur devoir de venir auprès du gouvernement provisoire de la République pour lui témoigner toute leur gratitude et le remercier de la sollicitude avec laquelle ils s'occupent de l'amélioration de la classe travailleuse. En venant lui en témoigner toute leur reconnaissance, ils viennent aussi l'assurer de leur dévouement à la République et au maintien de l'ordre, si nécessaire pour arriver au but que le gouvernement provisoire veut atteindre pour le bonheur de tous. Donc on imagine tous ces compagnons qui sont sur les marches de l'hôtel de ville en train de prêter serment à cette nouvelle République. Les discours se terminent par « Vive la République, à bas la tyrannie ». Parallèlement à ça, on a quelques jours avant les charpentiers. On a parlé tout à l'heure de la grève de 1845, la grande grève des compagnons charpentiers, enfin pas que des compagnons, mais en tout cas c'est l'un des grands mouvements de grève à Paris qui va durer pendant 2 mois, qui sera ensuite, les compagnons seront défendus par Berryer, fameux avocat, plutôt conservateur, voire réactionnaire, légitimiste totalement, mais qui prend fait et cause pour cette grande grève, qui réunit pour la première fois, enfin en tout cas
de manière assez conséquente les charpentiers des deux sociétés compagnies de l'époque, puisqu'à l'époque, Paris est divisé en deux. Vous avez rive droite, donc au nord de Paris, vers la rue d'Allemagne, ce qu'on appelait aussi Jaurès aujourd'hui, les compagnons charpentiers du devoir. De l'autre côté, rive gauche, vous avez les compagnons charpentiers du devoir de liberté, ce qu'on appelle les Indiens, enfants de Salomon, et les deux sociétés, c'était un peu partager le travail à Paris. Et là, les deux sociétés se rassemblent pour cette grande grève de 1845 pour 5 sous d'augmentation, avec une répression qui est assez conséquente. On imagine aussi des descentes de police dans les différents sièges de compagnons. Les deux mères des compagnons sont arrêtées. Enfin, c'est un scandale absolu. Et nos charpentiers viennent, quelques jours avant la grande réunion des compagnons à l'hôtel de ville, solliciter aussi la libération de quelques compagnons charpentiers qui sont toujours emprisonnés et qui avaient été libérés quelques jours auparavant. C'est-à-dire que vous imaginez les compagnons charpentiers qui prennent les armes, qui sont armés de fusils, qui vont à la prison des Madelonnettes, libérer leurs collègues qui étaient enfermés depuis 1845. Et puis là, ils disent, non, quand même, on va demander l'autorisation au gouvernement provisoire, on va aller demander l'autorisation de libérer nos camarades à Lamartine. Donc ils gardent en fait la prison, armée, les compagnons charpentiers qui sont en prison attendent l'autorisation officielle, et bien évidemment, le gouvernement provisoire accepte de libérer ses compagnons charpentiers, et la mère des compagnons se jette en pleurant aux pieds de Lamartine pour le remercier. Après plusieurs réunions chez la mère des compagnons menuisiers du devoir, le 6 avril, une nouvelle réunion est convoquée au 19 rue Sainte-Avoie par Dénat, on en a parlé, compagnon tailleur de pierre, Despont, compagnon menuisier, et Boyard, compagnon vannier, pour l'organisation d'un club compagnonique où sont mandés 3 compagnons par corporation. Le 10 avril, le manifeste du club des compagnons de tous les devoirs réunis est publié. Il appelle les soldats de la démocratie, sentinelles des barricades, à se montrer vigilants contre ceux qui tentent de jeter la division dans les rangs des ouvriers. Son programme en 10 points met l'accent sur l'organisation du travail, l'instruction, la retraite, la liberté de parole, de culte et d'association. Il est signé de 21 compagnons de tous les corps, dont Dénat, Guillaumou, Perdiguier et Georges. Aux élections du 24 avril, le club présente ses candidats, mais seule la candidature de Perdiguier sera retenue et il figurera parmi les 6 élus de la liste du comité central des corporations. Le 11 mai, dans un extrait du procès-verbal de la séance du club, les compagnons appellent à se rendre à la grande fête de la Concorde avec chef-d'œuvre et un signe. Un signe, c'est les cannes, les couleurs, etc. 3 compagnons sont mandatés pour retourner à l'hôtel de ville et reprendre la bannière que le club avait confiée à la jeune République. Mais ce fut surtout à la fête du 21 mai que le compagnonnage déploya toute son énergie à prouver la grandeur de ses institutions. Toutes les associations de Paris et des départements défilèrent sur le Champ de Mars devant les membres de l'Assemblée nationale et le gouvernement provisoire. 300 000 hommes, selon le Moniteur, défilèrent de 9h du matin à minuit. Au milieu des bannières des vétérans de la vieille garde et des délégations étrangères, ou au son des orphéons et des chants, les divers corps de métier, dit le journal La Patrie, portaient leurs chefs-d'œuvre. Beaucoup n'étaient pas indignes de ce nom. On a remarqué le plan en relief du dôme des Invalides par les maçons, le labyrinthe du jardin des plantes par les charpentiers, les ouvriers menuisiers, compagnons du devoir de liberté, portaient le temple de Salomon, les tailleurs de pierre un projet de palais datant de 1048. Derrière les bannières des compagnons défilent, canne en main, les insignes à la boutonnière et au chapeau, l'ensemble des corporations compagnoniques de Paris. Les paroles de la Marseillaise compagnonique, écrites par le compagnon Dénat et distribuées tout au long du parcours de la place Royale au Champ de Mars. Perdiguier, lui, n'est pas présent. Il est de nouveau obligé de garder le lit, alité, usé par les événements de ces dernières semaines. Guillaumou, notre compagnon cordonnier, reste le principal animateur d'un mouvement compagnonique traversé par les tensions révolutionnaires entre réformateurs et révolutionnaires. Le club des compagnons recherche, lui, une fusion radicale de tous les rites compagnoniques. La tendance reste davantage à la modération, comme le montre également la victoire des républicains modérés lors de l'élection de l'Assemblée constituante des 23 et 24 avril. Guillaumou et le club des compagnons continuent leur action de propagande. Un projet de constitution fraternelle et compagnonique et sociale fut voté par les compagnons de Paris et soumise au Tour de France. Si celle-ci fut élaborée avant le mois de juin, les événements repoussèrent son vote en mars 1849, où les compagnons de 20 sociétés devaient se prononcer. Cette constitution réaffirmait notamment la solidarité et l'indépendance des différentes sociétés, ainsi que la structuration d'un comité central, désolé, celui-là il est passé,
et régionaux, et qui bannissaient les rixes et rivalités entre compagnons et proclamaient comme foi fondamentale liberté, égalité, fraternité. Si la proposition est validée à Paris, elle est repoussée sur le Tour de France. La crainte des débordements de juin, impulsés par l'extrême gauche d'un côté, et la féroce répression du gouvernement qui semblait trahir les nobles idéaux de février de l'autre, firent craindre aux compagnons de s'embarquer dans une aventure hasardeuse. Ce grand projet d'union de tous les corps restera cependant sans lendemain, et nombreuses furent les critiques à l'encontre de Perdiguier pour n'avoir pas pris part davantage à son élaboration. Après la rédaction du projet de constitution fraternelle et compagnonique, il faut attendre le 3 février 1849 pour voir un vote de ratification. Ce projet n'est validé que par 8 des 35 sociétés compagnoniques alors existantes sur le Tour de France. Pour donner suite à ce demi-échec, une société des devoirs réunis sera créée, mais ne regroupera que quelques compagnons sur Paris. Si depuis les journées de juin, le beau rêve d'unification des compagnons s'était quelque peu évanoui, de nouveaux apôtres prirent la relève. La coterie, le compagnon, Victor Sciandro, dit la sagesse de Bordeaux, compagnon passant tailleur de pierre, publia à Marseille en 1850 « Le compagnonnage, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il devrait être ». Il y exposait un historique du compagnonnage, réfutait les légendes et proposait des réformes. Il invite les compagnons à renoncer aux cannes et aux couleurs, et enfin accepter les boulangers et les cordonniers. Le rêve de réconciliation restera cependant longtemps dans les cœurs. Les batailles deviennent plus rares et finiront par disparaître à jamais quelques décennies plus tard. Comme le rappelle Étienne Martin Saint-Léon, dans son livre Le compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses rites, qu'il publie en 1901, les faits se chargèrent de rappeler le caractère utopique du club des compagnons. Dès 1849, survenait à Marseille une nouvelle grave scission entre les compagnons et aspirants menuisiers, suivie par toutes les villes du Tour de France. Le même phénomène se produira chez les serruriers. Les scissionnaires finirent par adhérer à la jeune Union des travailleurs du Tour de France, inspirée par Pierre Moreau. Et Saint-Léon de conclure ainsi sur sa période de 1848 à 1851. Je cite, « Au début, effervescence et enthousiasme, un rêve de réconciliation et de fraternité, manifestation pompeuse mais vaine du 20 mars et du 21 mai. Puis, après les journées de juin, après l'envol des illusions et le retour à l'état normal, le réveil de l'esprit de corps avec ses défiances et ses jalousies, la résurrection des querelles des sociétés, les divisions entre compagnons et aspirants, les schismes qui s'en suivirent, un instant, on a pu croire à une renaissance du compagnonnage. Un instant, on a pu espérer le voir s'orienter vers de nouvelles voies, vers des horizons lumineux. Mais la force qui le précipite à sa perte l'a bientôt ressaisi. La course à l'abîme continue. Et malgré cela, des tentatives de regroupement et de fusion verront le jour à Lyon, pour donner naissance, en 1874, à la Fédération compagnonique de tous les devoirs réunis, dans laquelle on retrouve de nombreux animateurs du club de 1848. En 1889, cette fédération deviendra l'Union compagnonique des devoirs unis. L'historien Rémy Gossez aura ces mots plus consolateurs que ceux de Saint-Léon. Dans ces conditions, il parle ici de la concurrence entre le compagnonnage et les prémices des organisations ouvrières, la réconciliation des compagnons le 20 mars 1848, place des Vosges, figure en quelque sorte l'apothéose du compagnonnage, une apothéose qui en couronne et achève l'existence temporelle. Mais on le sait, l'apothéose était chez les anciens l'origine d'un culte. C'est également un culte qu'il appartient aux sociétés compagnoniques modernes d'entretenir, un culte indispensable au maintien des traditions de la classe ouvrière, un culte où l'ouvrier moderne puisera avec l'amour de son œuvre un style de vie, de formation séculaire, une morale d'honneur et de solidarité prolétarienne nécessaire à ces luttes précieuses. Pour conclure, on estime à environ 200 000 le nombre de compagnons à cette période, regroupés dans une trentaine de sociétés structurées et actives dans les plus grandes villes de France. Entraînés depuis l'Ancien Régime à braver les condamnations et les poursuites de la police grâce au réseau de maires dans les auberges présentes sur le Tour de France et au surnom qui assure l'anonymat, le compagnonnage reste alors la première forme autonome d'organisation ouvrière. Emporté par l'élan révolutionnaire, par les grands idéaux de fraternité et des idées progressistes sur une possible nouvelle organisation du travail pour le bien-être des ouvriers et leur émancipation, les sociétés compagnoniques s'engagent donc pleinement dans l'effervescence de la Révolution de 1848, sous l'impulsion de compagnons militants animés d'un esprit réformateur, voire révolutionnaire. Mais, ancrés dans des traditions et des usages jugés d'un autre temps et source de division entre ouvriers,
le compagnonnage n'avait pas pour vocation de devenir la nouvelle union ouvrière qu'appelait de ses voeux une partie des ouvriers. Les journées de juin, dans le faubourg Saint-Antoine, mirent un cours d'arrêt définitif dans l'engagement collectif des organisations compagnonniques, pour la République sociale, pour la République démocratique. La répression, les condamnations, la déportation et l'exil ralentiront l'ardeur militante des corps compagnonniques les plus progressistes. Et si des compagnons sont toujours sur les barricades pendant la Commune de Paris, les bannières du compagnonnage ne seront portées que dans le cadre d'aventures individuelles et non plus par les phalanges des enfants de Jacques, Salomon et Soubise. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication très, très détaillée et qui nous permet de voir 1848 non pas simplement du point de vue de Ledru-Rollin, du point de vue de Lamartine, du point de vue de je ne sais trop quel acteur célèbre, mais bien du point de vue ouvrier, ce qui est finalement ce qui est traité dans certains ouvrages, mais assez peu et assez peu connu. Et donc, d'une certaine manière, on va continuer maintenant, puisque, je le rappelle, on l'a dit au départ, la révolution de 1848, c'est aussi une révolution sociale dans un premier temps, avec la commission du Luxembourg qui va donc être confiée à Louis Blanc, qui la préside, et à l'ouvrier Albert, qui la vice-préside, et qui sont tous deux, donc, d'une certaine manière, ils ont leur précaré, et de l'autre, c'est ce qui permet un peu de les sortir directement du gouvernement où les vraies décisions se prennent. Toutefois, même si on confie à Louis Blanc ce qu'il appellera lui-même un endroit où il donnait des cours aux ouvriers affamés sur la misère, il y a des choses qui ont eu lieu à ce moment-là, qui se sont faites, des législations du travail qui ont eu lieu. Il y a même des plans qui ressemblent à s'y méprendre, sans comparaison n'est pas raison, mais à certains plans de la sécurité sociale de 1946, avec des coopératives de production, d'échange et des coopératives de consommation aussi. Et on va retrouver aussi les gens dont on parlait tout à l'heure, on va retrouver des fourriéristes comme Victor Considerant, on va retrouver des socialistes républicains comme Pierre Leroux, on va retrouver des gens aussi comme Vidal ou comme Pecker, qui sont des théoriciens totalement oubliés, mais très intéressants à relire maintenant, y compris sur les idées de solidarité, et une expression de ce socialisme des métiers qui, d'une certaine manière, a été aussi un peu théorisé par Louis Blanc, et Christos Andrianopoulos va donc nous parler de l'œuvre de ce grand historien de la Révolution française, de ce grand républicain, de ce grand socialiste qui était Louis Blanc. Merci. Alors, je suis désolé de ne pas avoir assisté à la première séance d'aujourd'hui, donc je risque de répéter pas mal de choses. Bon, avant de parler de Louis Blanc, je voulais commencer par le titre de cette table, donc une révolution socialiste au service des travailleurs. Donc, l'action que je voulais d'abord aborder est précisément comment se mettre au service des travailleurs en tant que socialiste, et finalement, si cela est possible, de se mettre au service des travailleurs. Et pour aborder cette question, bien sûr, je vais, comme tu as dit, une référence indispensable est Louis Blanc, le grand socialiste qui, un jour comme aujourd'hui, il y a 175 ans, il propose le décret sur le droit au travail. Donc ce fameux décret qui a été l'objet d'aimants de recherche faites depuis des années par les historiens qui croient, et qui ont raison de croire, qu'il constitue une sorte de un contrat, une sorte de pacte entre la République et les ouvriers, et on va voir que ce pacte était plus difficile à tenir. Mais pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles ce décret a été voté, proposé, rédigé et adopté, je propose de faire quelques remarques préliminaires sur deux choses. D'un côté, sur ce qui se passe la veille de la proclamation des droits au travail, et de l'autre côté, sur un événement qui se passe le 25 février, tu as parlé de l'intrusion de l'ouvrier Marche dans la salle des délibérations du gouvernement provisoire. Donc d'abord, le gouvernement provisoire, et ça il faut vraiment mettre en question quelques certitudes par rapport à l'installation du gouvernement provisoire. Donc le gouvernement provisoire, donc ce groupe constitué à la fois par des membres, surtout des membres
du journal Le National et puis des membres du journal La Réforme. Donc, quand le gouvernement provisoire s'installe dans l'hôtel de ville, dans un climat d'incertitude presque absolue. Ceci dit, quand il s'installe, tout le monde n'est réellement pas convaincu de la nécessité d'un gouvernement provisoire. Et le moment de la proclamation de la République, il y a une grande partie du peuple qui ne le reconnaît pas totalement. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, bien sûr, mais surtout à cause du traumatisme de la révolution de 1830, de la révolution de juillet. Pour une grande partie du peuple, et surtout pour les révolutionnaires, les idéaux de la révolution de juillet ont été trahis par le personnel libéral issu de cette révolution. Donc, la monarchie de juillet, régime issu de la révolution des Trois Glorieuses, est attachée essentiellement à satisfaire les revendications de l'ordre économique, mais pas les revendications ouvrières, telles que l'instauration d'un mécanisme de fixation des salaires, l'abolition du marchandage, la mise en place d'un régime de prévoyance et la diminution de la durée du travail. Et il faut rajouter aussi que sur le plan politique, les républicains et les socialistes subissent une série de répressions, notamment par les lois limitant la liberté de l'association, donc encore une loi pour limiter la liberté d'association et bien sûr limiter la liberté de la presse. Et c'est aussi une période dans laquelle on commence à parler de paupérisme, de la pauvreté, mais une pauvreté extrême qui menace l'existence de l'ouvrier en tant que classe. Donc à l'époque, on n'a pas encore les notions marxistes de la reproduction du prolétariat, donc on a vraiment peur en tant qu'ouvrier qu'on essaie de disparaître en tant que classe. Donc, pour revenir en 24 février, quand le groupe des Républicains, du National et de la Réforme s'installe dans l'hôtel de ville, beaucoup de gens redoutent une nouvelle trahison à l'instar de celle de juillet 1830, enfin du régime de juillet 1830. Donc ce jour, le 24 février, il est assez difficile de préciser qui se trouve dans l'hôtel de ville. Pas seulement parce que le gouvernement ne bénéficie pas de la confiance du peuple, mais aussi parce qu'il y a un deuxième groupe dans le même bâtiment, dans l'hôtel de ville, qui est installé dans la salle Saint-Jean et constitué des membres des clubs, des socialistes, des ouvriers. On pourrait dire un gouvernement alternatif. À l'extérieur de l'hôtel de ville, comme vous avez dit, il y a une foule des ouvriers rassemblés et contrairement à la révolution de 1830 où, bon, je simplifie trop les choses, les ouvriers interviennent pour sauver la révolution et puis ils se retirent, ils rentrent chez eux. En 1948, il n'y a pas de retour à la normale pour les ouvriers. Les ouvriers, ils restent et organisés soit en club révolutionnaire, soit en association fraternelle, ils forment une sorte de permanence ouvrière qui présente au gouvernement sous forme de pétitions, les exigences et les revendications principales des corps du métier de Paris. Donc, la première chose qu'il faut retenir est qu'il y a une tension entre le pouvoir républicain en place et les revendications ouvrières que le gouvernement provisoire, ou plutôt sa majorité, doit respecter au moins partiellement pour éviter une guerre civile. Donc là, la deuxième chose que je voulais évoquer avant de parler de la relation entre la Révolution et les travailleurs est un événement le plus marquant de l'histoire, un des événements les plus marquants de l'histoire de la Révolution de 1848, donc l'intrusion de l'ouvrier Marche. Donc selon les archives des mécaniciens de chemin de fer du Nord, le 24-25 février à midi, une vingtaine d'ouvriers mécaniciens envahissent les salles de l'hôtel de ville. Donc, un de ces mécaniciens, le jeune ouvrier Marche Charles Michel, parvient jusqu'à la pièce où siège le gouvernement provisoire et son objectif est de présenter une pétition rédigée par le journal fourriériste. Donc on peut dire que ça peut-être, enfin Marx
bon, lapsus. Marx était un fouriériste, ou influencé au moins par les idées fouriéristes. Donc, il vient pour présenter une pétition. Et permettez-moi de la citer. À messieurs les membres du gouvernement provisoire, les sous-signés, etc., demande l'organisation du travail, le droit au travail garanti, le minimum assuré pour l'ouvrier et sa famille en cas de maladie, le travailleur sauvé de la misère lorsqu'il est incapable de travailler, et ce, par les moyens qui seront choisis par la nation souveraine. Donc, les descriptions de cet événement, nous connaissons cet événement surtout grâce aux descriptions de membres du gouvernement provisoire, qui sont en fait très stéréotypées et qui dégagent un certain mépris, je dirais, de classe, et à l'égard de la classe ouvrière. Donc, Lamartine, qui était dans la salle et qui a vécu la scène, décrit l'ouvrier. Tu as déjà parlé, d'évoquer la description de Lamartine. Donc, il parle de cet ouvrier comme un géant, ponctuant ses paroles par les martèlements de la crosse de son fusil sur le sol, le visage encore noirci par la poudre et ses mêlées furieuses de la bataille des rues. Lublan écrit « Un homme entra. Il apparaissait vraiment à la manière des spectres. Qui l'envoyait? Que voulait-il? Il se présenta au nom du peuple. » Donc un géant qui entre dans la salle de délibération pour arracher les droits au travail. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les détails absolument inutiles et les informations secondaires des archives. Donc, est-ce que déjà il était un géant? Ben non, il n'est pas un géant. L'ouvrier Marx, il faisait 1,72 m, pas plus grand que moi, je vous fais pas peur, je suis sûr. Et comment on connaît ça? Parce que Marx, en 1853, part aux États-Unis et ils servent comme soldats. Donc, dans la fiche de Marx, on trouve sa taille 1,72 m. Donc, vraiment absolument inutile. Mais pourquoi alors parler de Marx comme une créature terrifiante qui est entrée dans la salle, arracher les droits au travail? Parce que, je cite l'historien Charles Seignebeau, Marx est l'incarnation mystérieuse du peuple vainqueur. Donc voilà le secret de la révolution. Le peuple est vainqueur, les ouvriers sont vainqueurs, et le problème alors pour les gouvernements provisoires est ceci. Comment peut-on maintenir l'ordre social en satisfaisant une partie des revendications, bien sûr, des ouvriers, sans glisser pour autant vers le socialisme? Le mot clé ici, c'est la peur de la classe ouvrière, la peur de guerre civile. Et c'est grâce à cette peur que Lublan trouva sa place au sein du gouvernement provisoire. Mais attention, Lublan n'a jamais été un ministre. Jamais. Il était un secrétaire du gouvernement. Bon, je vais y revenir peut-être. Bon, pour arriver au moins de devenir secrétaire du gouvernement, le grand socialiste, qui était aussi un grand, j'oublie le nom, opportuniste, joue en effet un double jeu entre le gouvernement provisoire et avec les ouvriers rassemblés. Il se présente aux ouvriers comme leurs représentants auprès du gouvernement et aux membres du gouvernement comme le représentant des ouvriers. Et selon Daniel Stern, nombre de plumes de Marie Dagou, Louis Blanc a prévenu le cabinet que la non-inclusion de son nom dans la formation du gouvernement serait perçue par les ouvriers comme une violation flagrante de la légitimité que le peuple avait donnée au ministre. Bon, on peut se demander quelle était cette légitimité que le peuple a donnée au ministre, mais bon, donc, Louis Blanc exclut, dans un premier temps, au moins de délibération du gouvernement, et ce de gagner le soutien populaire en haranguant la foule rassemblée dans la salle Saint-Jean, et après il rentre dans la salle de délibération du gouvernement pour faire des descriptions terrifiantes sur l'état d'esprit des ouvriers qui menacent le gouvernement, etc. Et il y a aussi une anecdote que nous connaissons grâce à Garnier-Pagès, membre du gouvernement provisoire, qui dit qu'au bout d'un moment, Louis Blanc entre dans la salle, il dit « Ok, messieurs, on va se délibérer maintenant. » Et il lui dit « Oui, messieurs, passez dehors et on va se délibérer. » Donc, il n'est pas encore reconnu comme ministre. Il fait tout pour devenir ministre. Et il utilise les ouvriers comme menace. Donc l'intrusion de l'ouvrier Marx était pour lui une grande opportunité.
Ainsi, en présence d'un ouvrier et devant le gouvernement, Louis Blanc impose un agenda, on dirait socialiste, dans un gouvernement constitué majoritairement par des modérés. Il revendique ainsi le socialisme sous la forme d'un décret du gouvernement. Je cite le décret qui figure aussi dans le programme. Le gouvernement de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Donc, restons un moment au contenu du décret. On voit ici les 3 éléments fondamentaux du socialisme 48 art. D'abord, la République s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Donc garantir. Pour plus qu'une décennie, le verbe garantir existe dans toutes les pétitions. Les ouvriers demandent des garanties pour leur travail. Je vais expliquer après pourquoi. Donc, le droit au travail, on a déjà parlé de ça, c'est un droit divin. Oui, d'accord, on peut le trouver des formules qui ressemblent au droit au travail dans les utopistes, mais ce qui est, à mon avis, important est aussi de voir comment les écrits des utopistes ont été perçus, compris et finalement comment ont été mis en pratique. Donc là, je fais allusion à un journal lyonnais, l'Écho des travailleurs, de 1933, dans lequel nous lisons « L'homme a donc droit au travail, puisque c'est du travail qui doit tirer sa subsistance. » Et on trouve des expressions comme celle-ci aussi dans les ouvriers parisiens des années 40. Par exemple, le typographe Jean-Baptiste Coutan, membre du journal ouvrier La Ruche populaire, croit que le droit au travail est un contrat synalagmatique qui existe entre le riche et le travailleur. Au droit aux propriétés du riche, dit-il, correspond le droit au travail pour le travailleur. Et selon Flora Tristan, pour plusieurs la première féministe, pour Flora Tristan, le droit au travail est inhérent à la classe ouvrière parce que il est la seule chose dont cette classe possède pour protéger sa seule propriété, qui est ses bras. Bon, deuxième phrase du décret, il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens. Donc l'égalité, une égalité non acquise pendant la Révolution 1789, selon plusieurs utopistes. Troisième, dernière partie. Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Bon, la grande question du siècle, l'association ouvrière ou l'association, bon, il y a des différents types d'associations, l'association universelle, l'association des consommations, l'association des productions, l'association comme celle de Buchez qui croit que voilà, on doit remplacer l'économie, le marché par un réseau des associations. Et il prévoit aussi un certain antagonisme entre les associations, l'association universelle de Louis Blanc, mais bon, derrière tout ça, derrière l'association, on trouve le principe organisateur de la société. C'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche après la Révolution française. Le principe organisateur qui va réorganiser la société contre cette destruction du tissu social à la suite de la Révolution. Donc, aussi on peut citer ce qu'ils disent encore une fois les travailleurs lyonnais concernant le droit de la coalition. Le droit de la coalition est considéré comme inhérent au travail. Nous lisons aussi à l'Écho de la Fabrique que les coalitions seront notre arme aussi longtemps que nos législateurs méconnaissent notre droit au travail. Et en ce qui concerne les ouvrières, les prolétaires, on trouve dans une pétition « C'est à nous, prolétaires féminins, qu'appartient la large part des misères humaines, des droits faussés, méconnus. Pour nous rendre nos droits, il faut d'abord fonder par l'association l'œuvre d'harmonie sociale qui peut seule assurer à tous le bonheur
et de dignité. Donc, le décret de 25 février remet en discussion toutes les revendications ouvrières rejetées et opprimées pendant la monarchie de Juillet. Il leur donne aussi, un cadre normatif. Donc le décret qui met en premier plan la volonté des socialistes et des ouvriers pour une république démocratique et sociale. Je suis sûr que vous avez parlé beaucoup de cette république démocratique et sociale ce matin. Donc si la république est démocratique et sociale, elle doit avant tout mettre en œuvre ce décret. Le 28 février, Louis Blanc est nommé officiellement président de la commission du gouvernement pour les travailleurs, dite commission de Luxembourg. Et donc la commission de Luxembourg a été créée précisément pour mettre en œuvre ce droit arraché par le gouvernement, et aussi de surveiller le processus de la mise en œuvre du droit au travail. La création de la commission a été première chambre élue aussi, il faut le dire, c'est la première chambre élue. Et aujourd'hui, on a parlé du type de la République, mais dans un premier temps, cette République particulière, je ne dirais pas qu'on est encore dans la Deuxième République, parce que les acquis de la Révolution de 1948, ils ne sont pas tout à fait compatibles, pour être strict, avec les lois, la Constitution de novembre 1948. Donc, encore, on a, dans un premier temps, on a un pouvoir, on n'a pas de pouvoir législatif, on a un pouvoir exécutif, et la seule chambre élue est celle de la Commission de Luxembourg. Pourquoi ? Parce que la première chose qu'il fait Louis Blanc est d'appeler les corps du travail, d'envoyer des représentants, des députés. Et comme ça, la Commission de Luxembourg est une commission d'études tripartite. Ça veut dire on a d'abord une délégation ouvrière issue des élections faites dans le corps du travail, et des représentants du patronat, des patrons, et aussi un comité des experts, parce qu'on a toujours besoin des experts, ils savent mieux que nous. Donc, la création de la Commission de Luxembourg, première chambre élue, a été saluée par des milliers d'ouvriers. Le lendemain de sa création, une foule de 2000 ouvriers est présente à l'hôtel de ville pour prendre connaissance du contenu du décret et aussi présenter une pétition sur l'organisation du travail. De son côté, la direction de la Commission de Luxembourg propose un rapport qui sera adopté, donc c'est la concrétisation du décret sur le droit au travail. Donc, il propose un rapport qui sera adopté par le gouvernement, qui réduit la journée du travail d'1 heure, ça veut dire 10 heures à Paris, 11 heures à la province, et abolit l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs, autrement dit marchandeurs. Donc, abolition du marchandage. La sanction de ce décret sera la principale pierre d'achoppement entre Louis Blanc et les ouvriers. Les ouvriers, encore en grève, affirment clairement que le travail ne reprendra pas tant que les questions de la réduction des heures du travail et de l'abolition du marchandage ne seront pas résolues. De son côté, Louis Blanc refuse toute action unilatérale, de la part de la Commission. Une telle chose pourrait mettre en danger l'équilibre fragile entre ouvriers, patrons et gouvernement. Donc la sanction de ce décret, dit-il, ne sera que le résultat d'un large projet de collaboration des classes. Donc les ouvriers doivent attendre. Pendant sa courte vie, la Commission du Luxembourg sera le destinataire d'une foule de pétitions provenant de différents corps de métier qui demandaient l'augmentation du salaire, l'amélioration des conditions de travail et une représentation plus juste pour les femmes ouvrières dans la délégation ouvrière. Pour la première fois, les questions du travail sont débattues au sein d'une institution républicaine par les ouvriers, ou partiellement par les ouvriers. Le programme de la Commission sera fortement critiqué par le monde du patronat,
surtout pour la volonté, d'abord, surtout par la suppression du marchandage et la volonté de Louis Blanc d'imposer un salaire égal à tous les travailleurs du même corps du travail. La Commission et Louis Blanc, personnellement, seront donc piégés à la fois entre les revendications ouvrières non satisfaites et de la pression du patronat qui ne peut pas accepter un monde du travail sans chômage, sans marchandage et un patron dépourvu du dispositif d'exercer la menace du licenciement. Pratiquement, le décret sur la diminution de la durée du travail et de l'abolition du marchandage n'a jamais été appliqué. Mais la Commission de Luxembourg, même si la Commission de Luxembourg n'a pas pu garantir la première partie du décret, ça veut dire la première partie du décret donnée à tous les ouvriers du travail. Et, en ce qui concerne la deuxième partie de ce décret, la Commission a fait un travail considérable. Donc la deuxième partie consiste justement le droit des ouvriers à s'associer pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Et là, on peut dire que le travail de la Commission a été considérable. Non seulement il a fonctionné comme un tribunal d'arbitrage réglant les différences entre maîtres et ouvriers, dans la plupart des cas de manière très favorable pour les ouvriers, mais elle était aussi à l'origine de la création d'un grand nombre d'associations ouvrières, lesquelles pour un certain temps fonctionnent sous son égide. Et le cas le plus caractéristique sont les associations des selliers, des fileurs et des tailleurs créées par la Commission de Luxembourg. Et en ce qui concerne les derniers, ça veut dire l'association fraternelle des tailleurs, Louis Blanc n'a pas seulement organisé la corporation en association fraternelle, mais il a supervisé la rédaction d'un règlement commun de cette association de manière à ce que leur corporation arrête l'exclusion des étrangers des serrans et de mettre en valeur le travail des ouvriers tailleurs contre celui-ci des grands confectionnaires. Donc, l'œuvre associationniste de la Commission de Luxembourg a été violemment réprimée, visée par la police lors de la dernière manifestation socialiste le 15 mai. Pourtant, l'héritage politique et la logique centralisatrice de la Commission des ouvriers restera vivante et va alimenter des projets mutualistes tout au long du XIXe siècle. Donc, pour revenir à la question de départ, comment un socialiste comme Louis Blanc peut se mettre en service des ouvriers? D'un côté, Louis Blanc envisageait une transformation profonde du régime du travail avec un élargissement considérant du tissu associatif. En même temps, il a envisagé un modèle de collaboration des classes pour assurer l'ordre social, tout en proposant une série de mesures pour améliorer le sort de la classe ouvrière garantie par l'État. Ce dernier était au cœur de la pensée de Louis Blanc et d'une série des socialistes fraternitaires, ou 48 arts, mais c'était aussi à l'origine du projet bonapartiste. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Je conclurai en quelques minutes avant que nous passions à la suite. Donc, effectivement, le droit au travail, après l'expérience du Luxembourg, va être liquidé en plusieurs actes, si j'ose dire. Tout d'abord, effectivement, il y a les élections en avril 1848. Ces élections voient triompher non pas les socialistes, mais les républicains plutôt modérés, voire ce qu'on appelle les républicains du lendemain, c'est-à-dire en fait ceux qui, la veille, étaient encore potentiellement des légitimistes, non peut-être pas des légitimistes, mais des orléanistes, enfin pas des républicains de conviction. C'est donc une assemblée qui n'est pas du tout socialiste, ou enfin très peu socialiste, même s'il y en a encore à l'assemblée, mais déjà le rapport de force n'est plus tout à fait favorable. Ensuite, deuxième étape, cette manifestation dont tu as parlé, le 15 mai 1848, l'Assemblée est envahie par une manifestation menée par des socialistes révolutionnaires en soutien à la Pologne, mais en fait, ça va dériver en une quasi-insurrection. On tente même de retourner à l'hôtel de ville, de proclamer un gouvernement avec là des figures beaucoup plus radicales, des gens comme Blanqui ou Barbès, même si les deux se détestent. Bon, en fait, la proposition ne se tenait pas et
Elle échoue et elle n'a que pour conséquence de voir décapiter de ses chefs l'essentiel du mouvement ouvrier. Il va en rester quelques-uns, mais la plupart, Barbès, Blanqui, Louis Blanc même, se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées et doivent soit s'exiler, soit sont mis aux arrêts. Ensuite, effectivement, il y a un petit détail dont nous avons parlé l'autre jour, enfin ce matin, c'est que le gouvernement provisoire, avant les élections, avait mis en place, pour concurrencer Louis Blanc, c'était le ministre des Travaux publics qui s'appelait Marie à l'époque, pour concurrencer Louis Blanc, des ateliers nationaux. L'idée de Louis Blanc, c'était les ateliers sociaux, donc l'auto-organisation des travailleurs, évidemment, financée par l'État, et non pas des ateliers de charité déguisés où on donnait à des ouvriers, sans regarder leur qualification, une espèce de petit pécule en leur faisant creuser un trou, puis le reboucher derrière, si vous voulez, juste pour maquiller le fait qu'en fait, c'était de la pure et simple charité. Ces ateliers-là, ceci étant, permettaient une petite assistance, un petit pécule, et rapidement, l'Assemblée nationale, l'aile la plus conservatrice de l'Assemblée nationale, va demander la suppression des ateliers nationaux. Et après de multiples débats, l'Assemblée nationale va obtenir la suppression des ateliers nationaux, notamment sous la pression d'un monsieur de l'extrême droite cléricale, monsieur de Falloux, qui s'est fait aussi connaître pour sa loi sur l'enseignement en 1851 et qui provoque donc une insurrection. Ce sont les fameuses journées de juin, les journées dans lesquelles les ouvriers parisiens s'insurgent, se révoltent, apprennent qu'il y a d'autres projets, mais que finalement on va leur supprimer leur droit à l'assistance. Et en fait, ils sont massacrés dans les rues. Il y aura environ 6000 morts. Ça ressemble curieusement à ce qui va se passer beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, avec la semaine sanglante de la Commune, mais là on sera autour de 30 000 morts. Vous voyez la situation. Et donc c'est dans ce contexte, après cela, que le droit au travail va se retrouver liquidé. Dans un premier temps, il faut quand même traiter la question. Donc on accepte de faire une enquête. Vous savez, le 19e siècle, le début du 19e siècle, il y a eu beaucoup d'enquêteurs sociaux, y compris qui venaient plutôt d'ailleurs de la droite, des gens du christianisme social, comme Villeneuve de Bargemont, comme Gérandeau, comme Villermé, qui avaient déjà livré des rapports extrêmement précis sur les conditions déplorables de la vie des ouvriers dans les villes ou des ouvriers agricoles, que ce soit en France ou en Angleterre. Je pense aussi à l'enquête de Buret. Et puis les ouvriers aussi avaient fait leurs contre-enquêtes. Je pense aux enquêtes de l'Atelier. Je pense à aussi Adolphe Boyer qui avait écrit une enquête et qui, tellement désespéré de la situation, avait fini par d'ailleurs se suicider. Au passage, ça c'était, je crois, en 1839, année où Louis Blanc écrit l'Organisation du travail. Donc on accepte de faire la première grande enquête parlementaire de l'histoire sur cette question des conditions de travail. Certes, mais bon, elle est menée par des conservateurs essentiellement. Enfin, c'est mixte. Il y a aussi des gens dits des montagnards, mais globalement, c'est un moyen de dire on ne fait pas un ministère du travail, mais on fait une enquête, rassurez-vous, on travaille pour vous. Et voilà que rapidement, on décide de faire des associations, mais cette fois-ci sous un crédit qui est voté, de 3 millions qui est voté, malgré le fait que les conservateurs sont contre, mais ce sont des associations qui sont des associations pour le coup extrêmement contrôlées par l'État. Les gens de l'Atelier y participent, Buchez notamment, et puis très vite, Corbon, effectivement, Corbon, Buchez, Hoth participent à cela, mais en fait se rendront assez rapidement compte qu'ils sont tombés dans un piège. Et le débat constitutionnel sur le droit au travail a lieu en septembre. Donc les journées de juin sont passées. Donc le rapport de force, si tant est qu'il ait été à un moment favorable, il ne l'est plus du tout. Et on se retrouve avec des gens qui vont très mal défendre le droit au travail, considérant est épuisé. Pierre Leroux se perd en confusion philosophique et perd l'Assemblée. Proudhon ironise. Ensuite, vous avez des gens plus modérés qui défendent le droit au travail. Même Lamartine finit par s'y convertir d'une certaine manière, Ledru-Rollin ou Crémieux, mais ils le défendent comme une espèce d'idée généreuse, sympathique, et non pas comme quelque chose qui est censé avoir une application concrète. Et de l'autre, par contre, l'opposition libérale et conservatrice, libérale avec des gens comme Tocqueville, conservatrice plutôt avec des gens comme Adolphe Thiers, eux sont très organisés dans leur argumentation, se font bloc, s'opposent à ce qui est pour eux le socialisme, qui est lui-même l'antichambre du communisme, c'est-à-dire la
la terreur, en fait, d'une certaine manière. Dans leur esprit, c'est ça, c'est la terreur, c'est l'inquisition. C'est, Tocqueville dit, une société d'abeilles, une société de castors, une société d'animaux savants. Lui qui fantasme sur la démocratie en Amérique et qui donc considère que le droit au travail, c'est une nouvelle servitude qui défend évidemment une conception libérale des choses. Et c'est ce discours-là qui va triompher. C'est ce discours-là qui fait que le droit au travail, qui devait être une disposition constitutionnelle, est finalement vidé de sa substance. On va simplement valider l'idée d'un droit à l'assistance. Donc, somme toute, rien de nouveau sous le soleil. Et ce sont finalement les ouvriers eux-mêmes dont nous avons parlé aujourd'hui, les ouvriers organisés qui vont poursuivre la résistance et qui vont s'organiser eux. Parce que finalement, la République des travailleurs, c'est l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc c'est eux qui organisent ça. Ils organisent ça dans des associations qui continuent d'exister ensuite, qui reprochent à Louis Blanc de les avoir abandonnés, qui reprochent aux théoriciens d'être perdus dans leur délire de théoriciens. Mais eux, ils continuent leurs journaux, ils continuent leurs associations. Et tout ça va être assez, si vous voulez, balayé par la République conservatrice d'une part, et plus encore par l'Empire. Il faudra donc attendre 100 ans. Il faudra donc attendre la Constitution de 1946 en son préambule pour retrouver dans un texte constitutionnel un droit non pas au travail mais à l'emploi. Et il faudra bien évidemment, vous l'aurez compris, un siècle de lutte sociale et syndicale pour y aboutir. Merci à tous.